Le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr. Bonsoir. Depuis ce matin, le paquet de cigarettes coûte 20 centimes de plus, entre 6,30 € et 6,80 €. Aujourd'hui, celui qui fume un paquet par jour débourse 2 500 € par an, de quoi faire un joli voyage. Il paraît que l'été est la raison propice et la saison propice pour arrêter de fumer, que le prix est la première motivation. Eh bien, ça tombe bien. Ce soir, je vous propose qu'on aborde ce qui devient un véritable phénomène de société, le vapotage. Vous êtes en effet de plus en plus nombreux à laisser tomber la cigarette classique pour la cigarette électronique. En 2013, on devrait franchir le cap du million de vapoteurs. Et pourtant, beaucoup de questions restent en suspens concernant la cigarette électronique, son seuil de nocivité, mais aussi les conditions dans lesquelles l'État compte organiser sa consommation. Interdiction sans doute dans les lieux publics, interdiction aussi à la vente aux mineurs. Cette cigarette est-elle aussi un instrument de sevrage? A-t-elle des vertus thérapeutiques pour aider les fumeurs à arrêter de fumer? Est-elle le substitut idéal au tabac, envoyant les patchs gomme et autres chewing-gum anti-nicotine au rang d'antiquité? Et dans cette hypothèse, alors pourquoi vouloir l'interdire en public? A contrario, on peut se poser la question, la cigarette électronique ne risque-t-elle pas de devenir une porte d'entrée au tabac, notamment pour les jeunes? Alors, pour nous éclairer dans ce débat, sont réunis ce soir autour de la table Marion Adler, médecin et tabacologue à l'hôpital de Clamart, Brice Lepoutre, président de l'association indépendante des utilisateurs de cigarettes électroniques, et en duplex de Nancy, Yves Martinet, chef du service de pneumologie au CHU de Nancy et président du Comité national contre le tabagisme. Stéphane Leneuf sur France Inter. Avec une première question 01 45 24 7000. Marie-Hélène, bonsoir. Vous nous appelez des Hauts-de-Seine. Oui, merci pour vos émissions. Écoutez, je voulais savoir ce que c'est la cigarette électronique. Je suis très sceptique. J'ai essayé plusieurs méthodes pour arrêter de fumer. Je suis une grosse fumeuse. Je voudrais savoir si c'est efficace, quels sont les produits qui la composent, si elle est contrôlée par le ministère de la Santé et si ça peut marcher pour moi. Parce que j'en peux plus, le prix des cigarettes, c'est terrible. Alors, Marie-Hélène, Marion Adler vous répond. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'arrêt du tabac, il y a des traitements qui sont actuellement validés, qui sont en effet les substituts nicotiniques. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne prend pas la bonne dose et on n'associe pas l'effort moral avec le patch. Il faut qu'elle sache, cette auditrice, que d'une part, ça peut marcher si on augmente les doses de nicotine, parce que ce dont elle a besoin, c'est de la nicotine. Et si elle associe au patch, un patch, voire deux patchs, voire plus, des formes orales de nicotine comme le spray ou bien comme les gommes ou comme les pastilles. Il y a aussi des traitements médicamenteux, en effet, qui aident à l'arrêt du tabac. Mais ce qui est souvent l'idée fausse, c'est de penser qu'on ne peut plus du tout fumer quand on prend des patchs ou des gommes. Alors ça, c'est la première chose. C'est que d'abord, il faut que le fumeur aille à son rythme, diminue au fur et à mesure. Même s'il a déjà un patch et des gommes ou des pastilles, il peut fumer quelques cigarettes pour, au fur et à mesure, les éliminer complètement. Après, quand un patient vient me voir pour savoir si la cigarette électronique, qui, en l'occurrence, apparemment l'aide, peut être associée à ces traitements, je ne vois pas d'inconvénient. Alors Marie-Hélène pose une question très précise. Qu'est-ce que c'est que la cigarette électronique? Marion Adler et après Brice Lepoutre. Alors la cigarette électronique, c'est en fait une transmission dans certaines cigarettes de nicotine. Ça peut être aussi sans nicotine. C'est du propylène glycol qui va être sous forme de fumée et qui va être sans combustion. Donc ça, c'est déjà la première différence avec la cigarette, c'est qu'il n'y a pas les 4000 substances de la cigarette, mais il y a cette substance-là qui va pénétrer dans les poumons et apporter, si la personne en a besoin, donc de la nicotine, ce qui permet à certaines personnes, en effet, d'arrêter aussi la cigarette. La seule chose, c'est qu'on n'a pas encore tellement de recul, pour l'instant, suffisamment sur la cigarette électronique. En revanche, ce qu'on s'aperçoit pour l'instant, dans le recul qu'on a, c'est que probablement, c'est absolument pas le danger de la cigarette. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Yves Martinet, vous êtes à Nancy. Alors effectivement, c'est pas aussi dangereux que la cigarette. Est-ce que c'est dangereux, la cigarette électronique? Aujourd'hui, c'est quoi les seuils de nocivité? Alors, on a deux extrêmes. D'un côté, la cigarette fumée, qui est absolument diabolique et qui tue. De l'autre côté, les substituts nicotiniques qui sont vendus en pharmacie et qui sont efficaces pour arrêter de fumer, comme l'a dit le docteur Adler, et qui ne présentent
à peu près aucun risque pour l'usager. Où se situe la cigarette électronique? Mais avant de parler de la cigarette électronique, il faut mieux parler des cigarettes électroniques. Parce qu'il y a différents dispositifs et tout dépend de ce que vous mettez dans votre cigarette électronique. Vous pouvez soit ne pas mettre de nicotine, soit mettre de la nicotine avec des doses croissantes. Donc, on doit être extrêmement prudent lorsqu'on parle des cigarettes électroniques. Le risque est vraisemblablement moindre que celui des cigarettes fumées, mais il faut être prudent. Si aujourd'hui, quelqu'un venait et disait « Regardez, j'ai un matériau qui est superbe pour isoler les bâtiments, ça s'appelle l'amiante », tout le monde trouverait ça formidable, et 20 ans après, il y a des cancers de la plèvre et des cancers du poumon. Donc, il faut être prudent, mais vraisemblablement, la cigarette électronique est moins dangereuse que la cigarette fumée. Brice Leboutre, comment on contrôle effectivement ce qu'il y a dans les cigarettes électroniques ? Comment on contrôle ? Déjà grâce à Internet, où on peut vérifier les composés des liquides. On peut s'assurer de leur utilité et des risques qu'ils encourent. Aujourd'hui, il y a eu de nombreuses études sur la cigarette électronique qui ont été faites. Les risques sont quasi nuls. Le rapport de l'OFT, commandité par la ministre, dit qu'il y a infiniment moins de risques de vapoter que de fumer. Donc, Alors, je pose la question quand même aux deux médecins qui sont présents ici ce soir. Quel est le risque de fumer des cigarettes électroniques ? Marion Adler. Alors pour l'instant, on n'a pas le recul suffisant pour être sûr que l'inhalation des produits dans la cigarette électronique ne sont pas toxiques. Je pense qu'il nous faut quelques années de plus. Il n'y a pas non plus d'études qui ont montré spécifiquement, comme n'importe quel médicament, que c'est utile dans le sevrage et que ce n'est pas toxique. Donc je pense que pour ça, il faut être très prudent. En revanche, en effet, si ça peut être utilisé par certaines personnes après les traitements validés et qui vraiment n'arrivent pas autrement qu'avec ça, l'important, c'est probablement, clairement, c'est sûr, c'est d'arrêter de fumer et probablement de faire une diminution progressive, moi je dirais, pour au fur et à mesure se débarrasser aussi de la cigarette électronique pour ne pas garder ça à vie, compte tenu du doute que l'on a. Alors après, dans quelques années, on pourra peut-être un petit peu mieux être sûr ou non que c'est non toxique. Yves Martinet. Je pense que dans la discussion, il faut être clair. Il faut séparer deux approches. Soit une approche individuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on pense du fumeur qui veut arrêter de fumer et qui utilise la cigarette électronique, qui est une première question. Et l'autre question, c'est l'approche sociétale, c'est-à-dire quelle est la place que doit avoir la nicotine et où se situe la cigarette électronique parmi le marché de la nicotine dans un pays comme la France. Et ce sont deux approches qui sont différentes. On peut être très pragmatique en ce qui concerne les fumeurs. Un fumeur, comme l'a dit Marion Adler, qui a arrêté de fumer et qui vapote, on ne va pas lui dire de refumer, c'est clair. Maintenant, il faut démontrer que c'est efficace pour arrêter de fumer. Simplement un mot. La nicotine, c'est la drogue la plus puissante que l'on puisse acheter sur le marché actuellement, que ce soit le marché licite ou illicite. Ceci étant dit, dans les études, lorsque des personnes essayent d'arrêter de fumer sans aucune intervention thérapeutique, on a entre 8 à 10% d'arrêt au bout d'un an. Donc il faut être très prudent. Ça n'est pas parce qu'une personne a arrêté de fumer en ayant recours à un traitement ou à un processus quel qu'il soit que ce traitement ait été efficace. Il faut des études prospectives, randomisées et sur différents types de populations. Yves Martinet, vous dites qu'on n'a pas encore réussi, on n'a toujours pas réussi à prouver en quelque sorte que la cigarette électronique permettait d'arrêter de fumer. Ça, c'est évident. Ah, ça, ce n'est pas prouvé du tout. Vous avez raison, ça n'est pas prouvé. D'accord, il n'y a pas de lien que vous avez fait. C'est-à-dire, j'arrête de fumer parce que je commence la cigarette électronique ou inversement. Ce qu'il faut faire, il y a deux types d'études à faire. Il y a d'abord comparer la cigarette électronique avec la nicotine à la cigarette électronique sans nicotine. Et puis ensuite, il faudra comparer l'utilisation de la cigarette électronique contre les substituts nicotiniques dont on sait qu'ils sont efficaces. Donc tout ceci, ça va prendre des années. Au 01 45 24 7000, Jérémy nous appelle de Tours. Bonsoir Jérémy, on vous écoute. Bonsoir, voilà, donc je vous écoute depuis tout à l'heure, je suis assez d'accord avec ce qui est dit dans l'ensemble. Je suis moi-même donc consommateur de cigarettes électroniques, dira-t-on, pour me dégager de la cigarette. J'entends que vous reconnaissez tout de même
sa moindre toxicité, sa moindre innocuité par rapport à la cigarette traditionnelle, on va dire. Mais vous reconnaissez plus ou moins son efficacité sur le sevrage. Moi, c'est ma question, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à être négatif sur sa capacité à aider la personne en tant que béquille, en fait, à se sevrer. Et je trouve qu'on devrait un peu plus positiver le débat après l'avoir diabolisé comme un produit dérivé du tabac ou aujourd'hui en le traitant comme médicament. Une coupure, Jérémy a été interrompu, un petit souci technique. Je voulais prolonger la question de Jérémy, peut-être Marion Adler. Comment on peut définir aujourd'hui la cigarette électronique ? Est-ce que c'est effectivement un produit pharmaceutique ou c'est un produit de tabac ? C'est toute la question. Très clairement, ce n'est pas un produit pharmaceutique. L'industrie du tabac est en train de se réattribuer certaines cigarettes électroniques. Donc, est-ce que c'est un produit du tabac ? Quand on prend la nicotine du tabac et qu'on le met dans les cigarettes électroniques, c'est la nicotine qui est mise. Mais est-ce que c'est un produit du tabac ? En tout cas, c'est sûrement pas un produit pharmaceutique, ça c'est sûr. Il n'y a pour l'instant pas d'études qui auraient pu le valider comme médicament. Donc, ce n'est pas un produit pharmaceutique. Ça, c'est clair. Et c'est justement ce que l'on souhaite. Nous, on souhaite que cela reste un produit de consommation courante et qu'il soit ni considéré comme produit du tabac parce qu'on est tous des ex-fumeurs et parce qu'on ne veut pas que ce soit considéré comme un médicament. On n'est pas des malades et on n'a pas besoin d'être soigné. Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique n'aurait pas intérêt à récupérer en quelque sorte ce marché ? Parce que c'est devenu aussi un marché qui va se développer. Marion Adler et ensuite Yves Martinet. C'est à eux qu'il faut le demander, ça. Mais ce que je voulais dire, c'est quand même quand on est dépendant des cigarettes, on est tombé dans un piège qui est la dépendance à une substance très très addictive et c'est une sorte de maladie, c'est-à-dire qu'on n'est pas coupable, on est victime d'une dépendance. Et du coup, le fumeur, il faut qu'il soit considéré comme quelqu'un qui a une maladie chronique, que l'on va pouvoir aider à se débarrasser de cette maladie chronique si on lui donne le traitement adapté. Et on démystifie un peu les traitements d'aide à l'arrêt du tabac, où on n'arrête pas de dire encore qu'on ne peut pas fumer avec des patchs, ce qui est totalement faux, par exemple. Donc, mais le vapoteur n'a plus ce problème-là de dépendance à la nicotine comme il pouvait l'avoir sous forme de tabac. Aujourd'hui, du moins... J'étais un gros fumeur, j'avais besoin de mes cigarettes régulièrement. Aujourd'hui, j'ai pas ma cigarette électronique, ça ne me gêne pas particulièrement. Et vous avez le sentiment que c'est grâce à la cigarette électronique que vous êtes arrêté de fumer ? Tout à fait. La façon dont la nicotine m'est apportée ne me procure pas de manque, elle me procure juste du plaisir. Et oui, je continue de vapoter parce que j'apprécie le plaisir qu'elle me procure. Marion Adler. Alors c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire que chez vous, et en effet c'est votre cas, c'est pas tout le monde et c'est votre cas. C'est le cas de beaucoup. Je m'occupe d'un forum de consommateurs et ils sont nombreux dans mon cas. Il faut juste comprendre que dans votre cas, et c'est très bien, vous avez pu arrêter la cigarette, qui elle est très dangereuse, par la cigarette électronique. Maintenant, certaines personnes ne peuvent pas non plus se passer de la cigarette électronique. Et moi, ce que je considérerais comme prudent, ce serait de faire une diminution très progressive pour, au fur et à mesure, peut-être ne pouvoir utiliser qu'une cigarette électronique à certains moments et sans nicotine pour pas avoir cette dépendance. À vous de voir. Maintenant, dans quelques années, on pourra peut-être voir avec des études scientifiques, comme disait Yves Martinet, et vraiment qui nous montrent la non-toxicité. En attendant, soyons prudents. Mais si vous avez arrêté de fumer, c'est le principal par rapport à votre santé, ça c'est sûr. Au 01 45 24 7000, Jean-Patrick, vous nous appelez de Toulouse. Bonsoir Jean-Patrick, on vous écoute. Oui, bonsoir. J'ai une question à l'attention du docteur Martinet. J'ai 55 ans, donc 42 ans de tabagisme intensif. J'ai acheté ma cigarette électronique un lundi à 10h et à 9h59, j'avais en fait fumé la dernière. Je ne le savais pas encore, mais c'est comme ça. Donc par rapport à ce que vient de dire Mme Adler sur l'arrêt immédiat ou progressif, je m'inscris un petit peu en faux. Ceci étant dit, quels que soient les règlements iniques pondus par nos élites en matière de cigarettes électroniques, je me considère personnellement comme en état de légitime défense de ma santé. Et en substituant la cigarette électronique à la cigarette tabac, c'est ma santé qui est en jeu. Et même si le maintien de cette substitution passe par un non-respect des lois. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, je m'étonne vraiment que vous, docteur, je mets un S puisqu'il y a 2 docteurs en ligne, ayant levé la main droite en prononçant le serment d'Hippocrate, vous ne soyez pas les plus farouches défenseurs et promoteurs d'un dispositif, la cigarette électronique, qui peut sauver 75 000 vies par an. Vous êtes-vous demandé, ne serait-ce qu'un instant, docteur, quel regard l'histoire portera sur cela ? Peut-être en méditant cette phrase de Victor Hugo, il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Voilà, c'était mon coup de gueule. J'ai pas vraiment une question, si ce n'est quand même de mettre les médecins devant leurs responsabilités en termes de santé. Ben écoutez, Jean-Patrick, vous l'avez dit vous-même, on a 2 médecins sur le plateau et c'est Yves Martinet qui vous répond. Bon, j'apprécie tout à fait la remarque. Il n'y a aucun problème. Ça ne me gêne pas parce que j'ai écrit plusieurs articles dans la littérature internationale sur la réduction de risque
et justement, j'ai abordé ces différentes questions. Ce qu'il faut, c'est ne pas élargir à toute la population des observations individuelles. C'est pour ça qu'en médecine, on fait de la recherche sur des grands nombres d'individus afin de prouver l'efficacité des différents traitements, voire même de la cigarette électronique. Je voudrais revenir sur un point tout à l'heure qui a été évoqué, savoir où on place la cigarette électronique, c'est-à-dire est-ce qu'on la place avec les produits du tabac ou est-ce qu'on la place avec l'industrie pharmaceutique. Et il faut avoir une vue relativement simple. L'objectif de ces deux industries, c'est de faire du profit en vendant soit du tabac, soit des traitements. L'industrie du tabac, si elle se lance dans la cigarette électronique, c'est dans un objectif simple, c'est de maintenir les sujets dépendant de la nicotine pour que ceux-ci achètent de la nicotine pendant des dizaines d'années, risque ou pas risque. L'industrie pharmaceutique a aussi comme base et comme objectif de faire des profits. Seulement, c'est un soupçon différent dans la mesure où l'industrie pharmaceutique a comme objet, du moins dans le sevrage tabagique, de faire en sorte que les usagers arrêtent complètement la consommation de nicotine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sûrement pas la vente chez les buralistes, la vente libre, à mon sens, non. La vente en pharmacie, oui, parce que le pharmacien peut accompagner la vente du produit d'un contrôle, c'est-à-dire l'interdiction de vente aux moins de 18 ans, et aussi une information aux fumeurs. Et de plus en plus de pharmaciens sont formés et peuvent informer les fumeurs sur les substituts nicotiniques. Et il serait tout à fait normal qu'ils puissent les informer aussi sur la cigarette électronique. Marion Adler, ça signifie comme si on suit la réflexion d'Yves Martinet que ça deviendra un produit pharmaceutique. Alors, je suis tout à fait ce que dit Yves Martinet, parce que le problème des ventes et sur Internet, où on ne sait pas exactement ce qui est dedans, je pense que c'est mieux déjà d'aller dans un magasin qui a pignon sur rue, où probablement il y a un certain contrôle qui est fait dans ce qu'il y a dans les cigarettes électroniques. Mais le problème, c'est l'information que va donner celui qui va vendre la cigarette électronique. Il n'y a pas très très longtemps, j'ai une patiente qui est revenue me voir en consultation, je l'avais vue la semaine d'avant, je lui avais dit que si elle avait besoin de la cigarette électronique, en plus de ce que je lui avais donné comme traitement par substitution nicotinique, je ne m'y opposais pas. Et elle est revenue en me disant, j'ai arrêté le patch parce que celui qui m'a vendu la cigarette électronique m'a dit qu'il fallait absolument pas que je fume la cigarette électronique avec le patch. Donc le problème, c'est la désinformation. Et le problème, c'est que si les gens qui vendent les cigarettes électroniques se prennent pour des soignants, qui ne donnent pas l'information exacte aux gens. Mon but, c'est vraiment la santé des gens. Je pense que ça, c'est un problème. C'est pour ça que ce serait pas une mauvaise idée, ou bien de former ceux qui vendent les cigarettes électroniques, ou bien en effet de le mettre en pharmacie. Qui aujourd'hui peut vendre des cigarettes électroniques ? Tout le monde. Tout le monde. Un commerçant peut s'installer, vendre des cigarettes électroniques. On est d'accord. De passer de la boucherie à la cigarette électronique sans aucun problème. Là où je suis pas d'accord, c'est qu'avec la cigarette électronique, on n'arrête pas de nous dire que ce choix qui est respecté. Aujourd'hui, la plupart des vapoteurs tournent à ça, qu'il ne faut pas dépasser 20 mg par millilitre de concentration. Et aujourd'hui, on commence à nous dire, oui, mais la cigarette électronique, d'accord, pas plus de 20, mais vous pouvez vous coller 6 patchs sur la peau à 36 mg pour compenser encore plus. Mais vous avez parfaitement raison. Il est mais à ce moment-là qu'on autorise les liquides à 36 mg, il y a malheureusement un faible pourcentage de vapoteurs qui n'arrivent pas à totalement arrêter le tabac parce que 20 mg de nicotine, ça ne leur suffit pas. Alors là où je vous rejoins, c'est qu'il y a besoin, en fonction du fumeur, d'un certain taux de nicotine dans le sang. Alors concrètement, Marion Adler, il y a aujourd'hui des cigarettes électroniques sans nicotine et des cigarettes électroniques avec nicotine. On est d'accord, voilà, pour clarifier les choses. On est tout à fait d'accord. Mais clairement, si la cigarette électronique n'apporte pas ce qu'il faut, je pense qu'il faut absolument que les vapoteurs prennent à ce moment-là ce qu'il existe actuellement sur le marché, qui a fait ses preuves d'efficacité et de non-toxicité, c'est les substituts nicotiniques. Pourquoi pas ? Donc, c'est pas le problème de la dose de nicotine. Alors ça, c'est une autre histoire d'accepter ou de ne pas accepter. Ça, c'est pas moi qui fais ce genre de loi. Mais il est vrai qu'en fonction de son besoin en nicotine, il m'arrive de proposer à des patients qui fument 2 paquets, voire plus par jour, de leur proposer 2 patchs, 3 patchs associés au spray, aux gommes et pourquoi pas au Champix. Donc il faut savoir que la personne a besoin de la dose qu'il lui faut pour se sentir bien et pas être en manque. Mais le gros succès de la cigarette électronique là-dessus, qui n'arrive pas par contre à procurer les substituts classiques, c'est aussi sur la reproduction de la sensation. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 20 mg de nicotine n'aura pas la même sensation dans la gorge quand il va vapoter qu'une personne qui a 36 mg. Moi, 36 mg, ça me ferait tousser et cracher mes poumons. Cette sensation-là est très importante pour le fumeur qui essaye d'arrêter.
et cette sensation-là, on n'arrive pas à la reproduire avec un patch collé sur la peau. Mais c'est pour ça que je dis l'effort moral sont indispensables. Et maintenant, vous avez un spray qui agit en moins d'1 minute. Donc quand même, vous avez une reproduction. Qui reproduit pas la sensation de fumer, le hit, la contraction de la gorge. Il vient juste vous amener plus rapidement la nicotine. Sachez encore que chaque fumeur est différent. Vous aviez peut-être besoin de cette sensation. D'autres personnes arrivent parfaitement à arrêter sans. Est-ce qu'on peut se passer, quand on qu'on veut arrêter de fumer, que l'on démarre la cigarette électronique, est-ce qu'on peut se passer des patchs, des chewing-gums, de tous les autres produits qui permettent d'arrêter de fumer? Mais je pense que d'abord et avant tout, il faut prendre des produits qui sont validés, qui ne sont pas toxiques. Ensuite, suivant la personne, chaque fumeur, s'il veut arrêter plutôt avec une substance ou une autre, s'il me dit, moi, ça me fait plus d'effet avec la cigarette électronique et moins d'effet avec le chewing-gum, dans ces cas-là, moi, je vais suivre ce qu'il faut pour qu'il arrête de fumer. Le but, c'est quand même sa santé. Chaque cas est individualisé. Chaque cas est individuel. Mais par contre, j'ai aussi des patients qui me disent l'inverse. J'ai essayé la cigarette électronique, ça me fait rien et je préfère prendre le chewing-gum, etc. Donc, je pense qu'il faut considérer chacun. Mais non, on ne peut pas, pour l'instant, considérer la cigarette électronique comme un substitut nicotinique. Et on peut se dire que ça peut aider des gens à arrêter de fumer. Tout à fait. Par contre, pour revenir à ce que disait notre interlocuteur tout à l'heure, c'est justement parce qu'on est médecin qu'il faut qu'on reste prudent. Et pour l'instant, on n'a pas le recul. Les années de recul permettant de dire on est clairement sûr que ce n'est pas toxique. Donc, justement, dans ma prudence, par exemple, je ne proposerai pas à une femme enceinte d'utiliser la cigarette électronique, mais je lui proposerai bien sûr d'arrêter de fumer avec les substituts nicotiniques qu'elle peut utiliser et qu'elle peut utiliser à la dose qu'il lui faut. Et souvent, les femmes enceintes sont sous-dosées. Elles n'ont pas l'association patch et fort moral qui permettent de gérer la plupart des envies de fumer. Donc, je pense qu'il faut aussi rester prudent. 19h45 sur France Inter. Le téléphone sonne, Stéphane Leneuf. Bonsoir Liliane, vous nous appelez de Dordogne au 01 45 24 7000. On vous écoute. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que la meilleure solution d'arrêter de fumer, c'est que simplement il n'existe plus de tabac en vente. Et je ne comprends pas pourquoi l'État ne prend pas cette décision, sachant que ce produit est nocif. Donc un État qui laisse vendre un produit nocif, c'est tout à fait étrange. Alors voilà, c'est la question que je pose. Écoutez, on va y répondre. Yves Martinet, je donne simplement un chiffre. Recette des taxes sur le tabac par année, 15 milliards d'euros. Je crois qu'on a la réponse. L'État n'a pas franchement intérêt aujourd'hui, en période de disette, à interdire le tabac. C'est plus compliqué que ça, parce que si l'État touche 15 milliards d'euros de taxes par an sur la vente de tabac, le prix pour la société de l'usage du tabac est de l'ordre de 47 milliards. Donc, ça coûte beaucoup à la société. Le problème, c'est que ce qui rapporte, c'est la poche de Bercy, et ce qui coûte, c'est la sécurité sociale et l'ensemble de la société. Et malheureusement, on a un peu une politique de gribouille actuellement concernant le coût du tabac en France. Maintenant, cette femme a parfaitement raison. L'objectif ultime, c'est l'arrêt de la commercialisation du tabac. Mais on n'y est pas. Dans une société où vous avez 30% des adultes qui fument tous les jours et qui sont dépendants, je le rappelle, à la drogue la plus puissante sur le marché, si on interdisait la vente du jour au lendemain, on se retrouverait face à une contrebande absolument effrénée. C'est ce que les États-Unis ont voulu faire au début du XXe siècle pour l'alcool, et ça a été un échec. Donc, c'est pour ça que l'on parle de contrôle du tabac, c'est-à-dire de l'ensemble des mesures qui ont pour objet de diminuer la consommation. Alors, la consommation de tabac dans un pays, ce n'est pas une fatalité. Je lisais tout à l'heure avant de venir, actuellement, chez les sujets de plus de 15 ans en Australie, c'est 16% de fumeurs. Actuellement, nous, en France, on a plus de 30% des adultes qui fument. En Californie, c'est 13% des adultes qui fument. Donc, on sait ce qu'il faut faire. Et cette personne a parfaitement raison, l'État devrait s'impliquer beaucoup plus dans la prise des mesures efficaces. Mais Yves Martinet, je poursuis la question. Est-ce que finalement l'État n'a pas intérêt à ce que la cigarette électronique ne se développe pas trop, justement pour préserver ses recettes fiscales ? C'est intéressant votre question, parce que c'est un des sujets que j'ai à cœur, c'est le problème de la taxation. C'est-à-dire que la réduction de risque sur un produit comme la nicotine peut être le résultat d'une action du gouvernement ou de l'État. On devrait taxer au maximum
et c'est le cas actuellement, encore qu'on peut aller beaucoup plus loin, la cigarette fumée, parce que c'est la plus dangereuse et celle qui coûte le plus à la société. On devrait taxer au minimum et diminuer encore les taxes en dessous de la TVA habituelle pour les substituts nicotiniques, parce que ce sont des produits qui sont efficaces comme traitement et qui sont sans danger. Et ensuite, l'État devra, en fonction de l'appréciation du risque pour les usagers et pour la société, à nouveau j'oppose usagers et société, en fonction de ces risques, taxer la cigarette électronique. Mario Adler. Alors, comme dit Yves Martinel, il y a urgence, et ça c'est un message pour le gouvernement actuel, il faut le remboursement total des substitutions nicotiniques et des traitements d'aide à l'arrêt du tabac. En Angleterre, ils sont passés de 30% à 20% de fumeurs avec une politique publique d'aide à l'arrêt du tabac efficace. Et je pense qu'il est temps qu'on prenne exemple sur eux. Question au standard de Michel qui nous appelle de Charleville-Mézières. Bonsoir Michel, on vous écoute. Oui, bonjour. J'ai bien suivi votre émission. Je viens de constater, par exemple, ce que vient de dire Madame Adler à propos des 20% de baisse en Angleterre. C'est essentiellement dû à la cigarette électronique, mais ma question n'était pas là. On a l'impression que ce soit l'Europe ou une certaine catégorie de médecins tendent à vouloir freiner les capacités de la cigarette électronique à stopper les méfaits du tabac dans le but que les industries pharmaceutiques et tabacchières prennent le pouvoir. Alors moi, je me pose la question, à qui profite le crime ? Voilà. Eh bien, Marion Adler vous répond. Alors, déjà, je pense que vous n'avez pas tout à fait compris ce que je disais. Je disais justement que le but, c'est l'arrêt du tabac. Donc, si les gens sont aidés par la cigarette électronique, je vous ai encore dit que mes patients, je ne suis absolument pas contre. Simplement, il faut rester prudent. En ce qui concerne l'Angleterre, là, vous n'avez pas tout à fait les bonnes notions. En effet, la diminution a été grâce à une politique de santé publique et d'aide complète à l'arrêt du tabac avec prise en charge de tous les traitements et toutes les consultations pour l'arrêt du tabac. J'ai une question de Jean Denis qui nous a envoyé cette question par Internet. Il nous a laissé cette question. Il est d'Ille-et-Vilaine. Qui est derrière la commercialisation des cigarettes électroniques ? Est-ce qu'il y a effectivement des fabricants de tabac ? Alors en France, aujourd'hui, non. La cigarette électronique, le matériel en lui-même est aujourd'hui majoritairement fabriqué en Chine. Le liquide, après, c'est totalement divers. Il y a du liquide de Chine qui, en France, ne se vend plus trop. C'est principalement du liquide français qui est vendu en France. Le liquide, quand vous dites le liquide, c'est le liquide à base de propylène glycol, nicotine et glycérine végétale. Il est aujourd'hui principalement en France, du moins made in France, dans les boutiques françaises. Il y a aussi du liquide américain, du liquide polonais, du liquide italien. Il y a un peu de tout. En France, aujourd'hui, Big Tobacco n'a pas réussi encore à mettre la main sur la cigarette électronique. En Angleterre, British Tobacco a racheté Intellisig et a obtenu d'ailleurs, chose très amusante, une autorisation de mise sur le marché pour rentrer dans le domaine médical. Donc les industries du tabac commencent à vouloir tout doucement regardent les profits qui se profitent. Oui, il y a quand même clairement des goûts, et maintenant des cigarettes électroniques au goût du tabac en fonction de la marque. Donc il y a clairement, l'industrie du tabac s'engouffre clairement dedans. Après, à voir si l'industrie du tabac arrête complètement la fabrication des cigarettes, pourquoi pas, et prennent des produits non dangereux. Maintenant, à voir ce que ça va donner au fur et à mesure, si vraiment c'est pas dangereux. Yves Martinel. J'aimerais reprendre la question, à qui profite le crime ? Alors, s'il y a des morts, puisqu'il y a un crime, 73 000 morts par an, 200 morts par jour en France, le crime profite à l'industrie du tabac. Et l'industrie du tabac n'a pour seul objectif de faire des profits en vendant du tabac. Donc, le crime, on sait qui est criminel. J'aimerais faire une remarque par rapport à la cigarette électronique. Je profite. C'est qu'il existe une idée fausse concernant la consommation de cigarettes fumées. Certaines personnes pensent que si elles vont fumer, mettons qu'elles fument un paquet par jour de cigarettes fumées, et qu'elles vont passer à 10 cigarettes et qu'elles vont utiliser la cigarette électronique, certains fumeurs pensent qu'ils vont réduire le risque pour leur santé. Or, c'est malheureusement faux. Le risque pour la santé, il est très rapide au bout de 1, 2 à 3 cigarettes par jour. Donc, l'objectif, et il faut que les vapoteurs sachent bien cela, l'objectif n'est pas de fumer quelques cigarettes par jour et de vapoter, parce que si tel est l'objectif, alors les risques pour la santé sont quasiment les mêmes que de fumer un paquet par jour. Donc, vapoter sans doute, mais vapoter pour
arrêter complètement de fumer. Et ça, c'est un risque pervers que va poursuivre l'industrie du tabac. Elle va aller dans ce sens en disant « vapotez quand vous ne pouvez pas fumer ». Or, c'est non, il ne faut pas fumer. Et le mieux est de ne pas vapoter, mais si on vapote, c'est mieux que de fumer. Alors pour en revenir à la composition des produits, on a Christine qui nous appelle du Finistère qui voudrait en savoir un petit peu plus effectivement sur ces liquides que l'on trouve dans les cigarettes électroniques. Bonsoir Christine, on vous écoute. Oui, bonsoir. Je me posais cette question parce que j'ai entendu des reportages à ce sujet plusieurs fois sur France Inter, lu des articles à ce sujet. Il y a des tas de gens qui achètent, paraît-il, beaucoup moins cher sur Internet des cigarettes électroniques, moins cher que dans les bureaux de tabac. Mais comment peut-on savoir quelle composition peut être bonne ? Brice Lepout. Ou mauvaise. Déjà, si la composition n'est pas écrite sur la cigarette électronique que vous voulez acheter, évitez-la. La plupart des revendeurs sérieux aujourd'hui écrivent la composition des liquides sur les liquides. Évitez aussi de l'acheter en bureau de tabac, sauf si c'est vraiment spécialisé dans la cigarette électronique. Comme on aime à le dire, on ne va pas chercher au même endroit le poison et l'antidote. Et ensuite, recherchez sur Internet. Vous avez la liste des produits. Sur Internet, il y a énormément de données. Aujourd'hui, il y a une grande communauté de vapoteurs qui justement cherchent ces données, qui cherchent les moindres composants des arômes pour voir s'ils peuvent être nocifs ou pas sur le long terme. Et aujourd'hui, le retour qu'on en a, c'est qu'il y a peu de risques. Et le risque est en tout cas infiniment moins grand qu'avec le tabac. Yves Martinez, est-ce qu'il y a comme une réglementation aujourd'hui autour de ces produits qu'il y a dans la cigarette électronique ? Parce que c'est quand même un produit très très jeune, il faut le dire. Actuellement, il n'y a pas de réglementation à proprement parler. C'est-à-dire, il y a quelques recommandations, mais rien n'est vraiment travaillé et décidé au fond. Ce que j'aimerais simplement dire, c'est que on parle de cigarettes électroniques, on pourra parler bientôt aussi peut-être de joints électroniques ou de lignes électroniques, parce qu'on peut mettre un peu tout ce qu'on veut dans une cigarette électronique. Marion Adler. Oui, alors je crois qu'en effet, il faut être très prudent sur ce qui est vendu sur Internet. Ça, je suis d'accord. Il peut y avoir tout et n'importe quoi dans les cigarettes électroniques vendues sur Internet, donc il faut se méfier. Je pense qu'il vaut mieux aller dans un magasin qui vend des cigarettes électroniques et qui a pignon sur rue, qui a eu l'accord du coup de vente des cigarettes électroniques. Et puis, il faut faire un petit peu attention à savoir que ceux qui vendent ces produits ne sont pas des spécialistes de l'arrêt du tabac. Mais je pense qu'il vaut mieux demander à son médecin à ce moment-là et de prendre une cigarette électronique si on en a envie, mais dans ces endroits-là et pas sur Internet en effet. Et faire un petit peu attention à tout ce qui arrive en effet dans les cigarettes électroniques qui sont parfois même des médicaments. On n'a pas idée à ce qu'on peut mettre dedans. Au standard 01 45 24 7000, Anne-Marie, vous nous appelez d'Uzès. On vous écoute, Anne-Marie. Oui, bonsoir. Alors voilà, moi je suis fumeuse depuis une quarantaine d'années. Enfin, j'ai essayé tous les substituts qui sont présents sur le marché, dont parlaient vos invités. Mais au final, c'est grâce à la cigarette électronique que j'ai pu définitivement arrêter de fumer. Et ça, surtout, sans la moindre souffrance. Ça a été extrêmement facile du jour au lendemain, comme une personne l'a dit précédemment. Et donc, je me demandais bizarrement si derrière toutes ces polémiques autour des dangers qui sont réels, peut-être, imaginaires peut-être, de la cigarette électronique, je me demandais s'il n'y aurait pas, en plus des enjeux financiers, comme une espèce de réticence dans l'inconscient collectif, à voir le fumeur renoncer à son vice sans expier dans la douleur. Voilà ma question. On vous a bien entendu, Anne-Marie. Marion Adler, est-ce que le fumeur a besoin de douleur pour arrêter de fumer ? Écoutez, c'est d'une part très important ce que dit cette dame, parce que bravo déjà d'avoir arrêté de fumer. C'est très très bien que vous ayez arrêté sans douleur, et tant mieux si vous l'avez fait avec la cigarette électronique ou avec autre chose. Peu importe, l'important c'est d'avoir arrêté de fumer. Je suis en permanence en train d'expliquer à mes patients en consultation que la première chose, c'est qu'il ne faut pas souffrir quand on arrête de fumer. Et le gros problème, c'est souvent que le traitement n'est pas adapté suffisamment, les doses ne sont pas suffisamment fortes, les mélanges de nicotine ne sont pas faits suffisamment, c'est-à-dire qu'un patch, ça n'a pas l'action d'une forme orale de nicotine et vice-versa. Et je pense que c'est le point principal. Il ne faut pas souffrir. Et si on a besoin de faire une diminution dans un premier temps, évidemment le but c'est 0 cigarette, eh bien il vaut mieux prendre quelques semaines, quelques jours ou quelques semaines pour arrêter de fumer avec le traitement adapté et avec la cigarette électronique si on en a besoin, avec le but c'est 0 cigarette, parce que 0 cigarette c'est pas dangereux. Yves Martinet, il ne faut pas souffrir pour arrêter de fumer ou inversement ?
Bon, moi j'ai arrêté de fumer, je peux vous dire c'est pas facile, j'ai arrêté avant qu'il y ait des substituts nicotiniques, c'est vraiment difficile et il faut admirer les personnes qui arrêtent de fumer. Ce que je voulais simplement dire, c'est que contre quoi, en tant que médecin, moi je lutte. Je lutte contre les effets nocifs sur la santé de l'usage de la nicotine. Si la consommation de nicotine, et même si elle apporte une dépendance, et s'il n'y a absolument aucun risque pour l'individu, c'est pas tellement mon problème. Donc, vous avez vu que dans tout ce que nous disons en tant que médecins, nous, ce que nous craignons, c'est les risques pour la santé, et c'est notre objectif que de diminuer et supprimer ces risques. Question de Marie rapidement. Est-ce que c'est une nouvelle addiction, cette cigarette électronique, Marion Adler, très rapidement? Alors, on ne peut pas dire une nouvelle addiction. La nicotine, encore une fois, existe et existe depuis longtemps. Et l'addiction à la nicotine, c'est l'addiction à la nicotine. Et encore une fois, c'est une drogue qui est aussi forte que l'héroïne au niveau de la dépendance. Et puis, il y a des cigarettes électroniques sans nicotine et il y a des cigarettes électroniques avec nicotine. Donc, ce n'est pas une nouvelle addiction, c'est peut-être une nouvelle forme de prise de nicotine. Mais encore une fois, mon but, c'est que les gens soient en bonne santé. Si cette forme-là de prise de nicotine n'est pas dangereuse, à ce moment-là, ce ne sera pas un problème. Merci à tous. C'était le Téléphone sonne avec Marion Adler, Yves Martinet et Brice Lepoutre. Une émission préparée par Diane Varin, assistée de Paul-Rémy Barjavel, réalisation Cyrielle Weber, à la technique Dauphard Guéride et Clément Vuillet. Demain, nous évoquerons la nouvelle loi sur l'embryon de la discorde.